Donc, nous avons la chance d'avoir deux chercheurs. Donc Valérie Chansigo, historienne de l'écologie, historienne de l'impact de l'homme sur la nature, de la sensibilité culturelle aux questions environnementales. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur l'ornithologie, enfin aussi des ouvrages sur la représentation de l'écologie auprès des publics d'enfants sur les derniers siècles. Bon, enfin, vous avez une connaissance très importante de tout ça. Donc le livre de Valérie Chansigo, excuse-moi, Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour? On va commencer par ça, on va en parler. C'est un livre absolument passionnant, moi j'ai adoré. Vraiment plein de choses passionnantes à découvrir sur la littérature et les auteurs. Et Anne-Caroline Prévost qui a co-dirigé avec Cynthia Fleury, c'est ça? Donc vous êtes chercheuse au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, dans un laboratoire qui est le Centre d'écologie et de sciences de la conservation. Autrement dit, m'avez-vous expliqué, qui travaille sur la crise de la biodiversité. Comment la nature répond aux conséquences des activités humaines sur la biodiversité, comment les individus interagissent avec la biodiversité. Donc là, c'est un ouvrage qui est une série d'articles qui sont écrits par des spécialistes et qui nous permettent de comprendre ce qui fait ou comment notre lien à la nature est nourri, enfin est conditionné, et puis qui aborde aussi des pistes pour un nouveau rapport, une nouvelle connexion à la nature. Alors je vais commencer avec Valérie Chansigo. Donc moi je disais, ce livre m'a beaucoup plu parce que vraiment je n'imaginais pas qu'il y avait autant de littérature sur la nature, sur l'écologie. Bon, j'étais sans doute ignare, hein, mais et j'ai découvert des choses formidables. Alors, dans cette plongée dans la nature, la place de la nature dans la littérature, à votre avis, d'après ce que j'ai lu, l'influence des auteurs, elle diffère. D'abord selon les pays, et puis selon la manière dont ils nous parlent de la nature. Oui, c'est un sujet important parce qu'on a l'impression que c'est tout à fait normal que de la littérature nous parle de nature. Il faudrait aussi préciser peut-être le mot littérature. Ce que j'aborde n'est pas la littérature de fiction, qui serait un sujet autrement plus vaste encore. Il faudrait là plusieurs volumes. Ce que je me suis intéressé, c'est à ce que j'appelle les biographes de la nature, c'est-à-dire ceux qui ont consacré une œuvre littéraire qui a des qualités littéraires, une ambition littéraire, et qui ne parlent en définitive que de la nature, qui n'utilisent pas la nature comme décor, comme argument pour y mettre des histoires très très humaines, mais la littérature devient le sujet. Enfin, pardon, la nature devient le sujet. Et autant parler de lui tout de suite. Il y a un auteur en particulier qui est absolument fondamental du point de vue de la notoriété qu'il a. C'est un auteur britannique qui s'appelle Gilbert White. Et en 1789, il fait paraître un recueil de lettres qui s'appelle L'histoire naturelle de Selborne. Alors je vais faire un petit sondage en direct live. Est-ce que dans la salle, des personnes ont lu Gilbert White? Non. Est-ce que certains en ont entendu parler seulement? Il est traduit? Il est traduit, oui. Alors il y a une main, peut-être une deuxième. Alors, on sera en Angleterre, il y aurait une majorité de mains. Parce que ce livre, entre 1789 et aujourd'hui, a été édité et réédité plus de 200 fois. C'est l'un des livres de langue anglaise le plus édité après la Bible et Shakespeare, ce qui est quand même pas mal comme succès. Tous les Britanniques et les Britanniques amoureux de la nature ont lu Gilbert White. C'est vraiment la référence. Darwin, par exemple, va consacrer un livre au rôle des vers de terre à cause d'une question posée dans l'une des lettres de Gilbert White, qui se dit quand même les vers de terre sont utiles, ça serait bien que quelqu'un les étudie de façon systématique. Et Darwin trouve que c'est une très très bonne idée, et il va faire un livre pour répondre à cette question. Ce livre ne va pas être traduit en français pendant quasiment 2 siècles, puisqu'il a été traduit il y a seulement une douzaine d'années. Donc vous voyez, on a mis quand même du temps, alors qu'on savait qu'il existait et on savait qu'il avait du succès. Ce qui est particulier avec White,
et ça peut surprendre d'ailleurs un lecteur français, c'est qu'il ne décrit pas des grands paysages qu'il aurait vus à l'autre bout du monde. C'est un anti-voyageur. Il estime que les voyages n'ont aucun intérêt, parce que si vous ne passez pas 30 ans dans le même endroit, vous ne pouvez pas connaître la nature qu'il y a dans cet endroit. Donc pour lui, les voyages, c'est pas une perte de temps, mais ça ne permet pas d'avoir cette description de la nature qu'il a. Il va décrire la nature de son jardin et du chemin qu'il y a à côté de son jardin, et ça va passionner les Britanniques. Il s'interroge dans ses lettres sur les dates d'émigration des oiseaux, par exemple, il y a une tortue dans le voisinage qui est conservée dans un jardin, qui hiberne tous les hivers, ça le met en émoi. Mais c'est aussi un véritable savant, c'est pas simplement quelqu'un qui, en dilettante, raconte la couleur des fleurs. C'est un véritable savant capable d'observations extrêmement précises. À un moment, il voit des oiseaux dans le ciel qui font des choses bizarres, il va s'acheter un télescope, et il est le premier savant à décrire les accouplements aériens. Donc c'est un vrai savant, mais qui va mettre la description de la nature précise qu'il connaît et qu'il connaît extrêmement bien au service, au service du plus grand nombre par ses qualités littéraires. Alors la différence avec... il y a des auteurs français à la même époque, Buffon, Pluche, et qui n'ont pas la même manière de parler ou de raconter à leurs lecteurs la nature. Buffon, c'est le naturaliste français star, on va en parler pendant quasiment un siècle. Il est l'auteur d'une immense histoire naturelle, dans lequel il va, dans un premier temps, décrire la formation de la Terre, dans un second temps, se consacrer aux mammifères, puis aux oiseaux, qu'il va décrire de façon systématique. C'est un projet encyclopédiste, mais qui ressemble beaucoup plus par la forme et le contenu à ce qui pouvait se faire à la Renaissance. C'est-à-dire autant White préfigure, je dis bien préfigure, ce que l'on pourrait qualifier d'écologie. C'est-à-dire il s'intéresse au rôle des organismes ordinaires qu'il observe dans la nature, l'influence du climat, l'influence du milieu, etc. Buffon, pas du tout. Déjà pour une raison bien simple, c'est qu'il n'aime pas la nature. Ça l'ennuie. Ce qu'il veut être, c'est un grand écrivain. Et c'est, effectivement, du point de vue de la qualité littéraire, je ne sais pas si vous avez lu du Buffon, il faut aimer, mais c'est d'une certaine qualité littéraire pour le XVIIIe siècle. Simplement, il va se contenter de ramasser les connaissances disponibles à son époque, il va en ajouter aucune de nouvelles, parce que ça ne l'intéresse pas. Pourtant, il est certes le directeur du jardin du roi et du cabinet du roi, l'ancêtre du Muséum national d'histoire naturelle. Il passe beaucoup de temps dans sa province de Montbard, à côté de Dijon, donc là il pourrait observer la nature parce qu'il y en a, mais il ne le fait pas, parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Du coup, le contenu diffère complètement quand on les met côte à côte. On a une sorte de choc comme ça, avec quelqu'un qui connaît la nature, qui ne raconte que ses observations, et un autre qui raconte que des choses qu'il n'a jamais observées. Alors, est-ce que ça explique ces différences dans la littérature? Est-ce que ça explique ce qui est le sous-titre de votre livre, Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour? Est-ce que ça explique que les Français, ou est-ce que ça reflète que les Français, finalement, soient moins amoureux de la nature que d'autres? Alors, déjà, une toute petite remarque. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur le côté scientifique ou littéraire, en faisant une sorte de séparation, ça, c'est une idée typiquement française. Parce que, ne le prenez pas mal, mais pour les anglo-saxons, pour les Allemands aussi, mais c'est très très clair pour les anglo-saxons, on peut parler de science, encore une fois, avec une qualité et une ambition littéraire, sans pour autant faire autre chose que la diffusion de connaissances scientifiques. Rachel Carson, que vous citez, qui est un auteur extrêmement important, c'est probablement l'un des personnages de la société civile les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, il faut préciser 2-3 mots de biographie quand même, parce que là aussi, vous ne la connaissez pas forcément. Tous les Américains la connaissent. Il faut imaginer qu'aux États-Unis, j'ai évalué à une trentaine de biographies de Rachel Carson. Je ne connais pas beaucoup de personnalités françaises, en lien ou pas avec la nature d'ailleurs, qui auraient cette jauge-là. Rachel Carson, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait connaître par des livres sur la mer et sur ses habitants.
Et elle fait paraître 3 livres successivement, et le second va rester 18 mois à la tête des ventes du New York Times. Un documentaire va en être retiré. C'est un succès, mais absolument immense. Elle va recevoir tous les prix possibles et imaginables, et en Amérique, il y en a beaucoup, qui la consacrent comme un auteur absolument remarquable dans ce champ très particulier qui est la littérature de nature. Encore une fois, on n'a pas d'équivalent véritablement en France. Et en 1963, elle va mettre en quelque sorte sa notoriété au service d'une cause, et elle va faire l'un des premiers livres, mais en tout cas le premier livre qui compte, où elle va dénoncer la place et le danger des pesticides. Et à la suite de son livre qui est vécu comme un séisme majeur, beaucoup de personnalités lui doivent leur intérêt pour l'écologie. Al Gore témoigne que c'est à la lecture du livre de Rachel Carson qu'il va se décider à se consacrer à ce sujet. Donc c'est quand même pas rien culturellement. Des millions d'exemplaires vont en être vendus, etc. On parle de Printemps silencieux. Et on parle de Printemps silencieux qui va avoir une influence très importante aux États-Unis, dans d'autres pays comme en Allemagne, en France quasiment pas, parce que en fait, ces 2 auteurs, britanniques, américains, permettent après d'avoir un autre regard sur ce qui se passe en France. Et par exemple, si on cherche un alter ego de White, quelqu'un qui écrit bien, sans inventer, mais en décrivant précisément la nature, il n'y en a pas tellement. En fait, il y en a un au XIXe siècle qui est majeur, c'est Jean-Henri Fabre, qui a écrit ses souvenirs entomologiques, que je vous recommande parce que c'est un vrai délice littéraire, c'est vraiment un morceau exceptionnel. Certes, les scientifiques lui reprochent que du point de vue de l'éthologie, c'est pas toujours très très exact. Et que fait Fabre? La même chose que White. Il décrit les insectes, les araignées qu'il voit dans son jardin et dans la nature qu'il y a juste autour de sa maison. Et c'est 2 descripteurs de la nature ordinaire, et tous les 2 ont ceci de commun qu'ils le font merveilleusement bien. La différence, White, 200 éditions, Fabre, qui l'a lu dans cette salle? Ah, il y a un peu plus de mains, j'en vois 3. Peut mieux faire, je dirais. On serait au Japon, il y aurait peut-être même plus de mains, parce que figurez-vous qu'au Japon, Fabre a une notoriété pas possible. Il est même traduit dans les livres primaires pour apprendre le japonais. Donc c'est quand même une certaine reconnaissance. Alors, il y a une partie dans votre livre, moi, qui m'a aussi beaucoup intéressé. Pardon ? Qui m'a beaucoup intéressé, c'est la réflexion que vous avez sur le fait que le lien à la nature est indissociable des valeurs sociales et politiques. Et là, vous appuyez beaucoup sur un auteur qui s'appelle Élisée Reclus, et auteur à redécouvrir, et dont j'aimerais que vous nous parliez maintenant. Alors, Élisée Reclus, même question. Qui a lu de l'Élisée Reclus? 4 mains. 4 mains. Alors, il est le vainqueur pour l'instant. Élisée Reclus, géographe anarchiste, il meurt en 1905. Il est l'auteur d'une œuvre extrêmement profuse. Il y a 19 volumes dans sa nouvelle géographie universelle. Chaque volume doit faire entre 500 et 600 pages, donc c'est quand même assez costaud. Il a aussi écrit, puisqu'il était anarchiste, énormément de pamphlets pour la cause, notamment des textes absolument sublimes comme « À mon frère le paysan » que je vous recommande. C'est un merveilleux texte sur la condition paysanne. Il a écrit aussi un livre très intéressant au titre peut-être rébarbatif, mais il faut passer le titre, c'est « Évolution, révolution et idéal anarchique », parce qu'il explique des choses absolument essentielles qui pourraient nous intéresser aujourd'hui. Et dans ces choses essentielles, c'est que pour lui, le fait de vouloir améliorer la condition humaine procède de l'évolution naturelle. C'est un darwinien, il s'inscrit dans l'idée d'évolution naturelle, et pour lui, c'est la même chose que cette complexité croissante des organismes qu'on peut observer au fil du temps, s'observe aussi dans les sociétés humaines, et la tendance des sociétés humaines, en étant extrêmement prudent et critique, est de tendre vers plus de justice. Et justement, dans le livre « Évolution, révolution et idéal anarchique », il précise bien que
l'évolution tend pas forcément à plus de justice et la révolution non plus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des phases de régret, c'est-à-dire il n'y a pas que du progrès, il y a aussi du progrès négatif, du régret dans lequel on peut perdre effectivement des choses. On a l'impression en ce moment d'être dans une sacrée phase de regret. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme beaucoup d'anarchistes de son temps, le documentaire qu'on a vu tout à l'heure est assez fascinant quand on replace sur la réalité de la fin du 19e avec les mouvements anarchistes qui essayent de faire de l'action directe, des choses spectaculaires qui frappent les esprits. C'est quelqu'un qui s'attache à toute une série de valeurs qui nous parlent aujourd'hui. Il était végétarien et militant du végétarisme. Il estimait, comme beaucoup d'anarchistes de son temps, que la souffrance animale était la même chose que la souffrance humaine. Il n'y avait pas de façon, de possibilité de distinguer les deux, et que la domination de la nature ou de l'homme était la même chose. Et qu'il fallait en fait résoudre cette question de domination pour un monde meilleur. Et à bien des titres, sa pensée, qui est difficile à trouver, non pas parce qu'il est un auteur compliqué, encore une fois, il écrit merveilleusement bien, c'est un bel auteur de langue française, vraiment, c'est qu'elle est éclatée en une foultitude de petites sources, et il faut passer un temps fou pour se retrouver dans ce magma. Mais c'est un auteur absolument remarquable. Donc, vous disiez aussi que c'était un auteur qui a écrit, notamment quand il a vu les débuts de l'agriculture industrielle aux États-Unis, et qui tout de suite a vu qu'est-ce qui se mettait en œuvre et où est-ce que ça allait nous conduire. Ah, c'est fascinant. Alors ça, typiquement, il faut, butiner entre plusieurs textes. Mais si on rassemble ceux qu'il écrit sur l'agriculture américaine, il décrit une agriculture américaine totalement différente de l'agriculture européenne, qui à l'époque, imaginez, fin 19e quand même, est surtout constituée de petites parcelles, une agriculture basée sur de la polyculture, un mélange d'élevage et de plantation, enfin bref. Tandis qu'aux États-Unis, il y a un autre modèle qui émerge, c'est des très très grandes surfaces exploitées par un seul propriétaire, avec ce qui règne, c'est la monoculture. Et d'ailleurs, il y a énormément de problèmes écologiques qui apparaissent alors. Et les pesticides chimiques que l'on connaît aujourd'hui, leur premier pas, d'une façon massive, sont faits dans cette agriculture-là. C'est vraiment une histoire passionnante. Donc, il y a plus d'un siècle de ça. Et cette agriculture, en fait, elle est tout à fait négligente, à la fois sur les machines, il écrit, quand une machine est cassée, on la jette, quand un animal est blessé, on l'abat, et quand un travailleur est incapable de travailler, on l'abat pas, certes, parce qu'on a quand même une certaine moralité, mais on le met au rebut. Et c'est vraiment des textes absolument passionnants parce qu'il perçoit tout à fait les évolutions de la société d'alors. Il a de merveilleuses pages sur la ville et sur la diminution, la fonte progressive de la frontière entre la ville et la campagne. Et il décrit des phénomènes de plus en plus importants qui sont juste en train de se faire à son époque, de ce qu'on appelle la conurbation, ce phénomène d'éclatement des villes et de mélange entre la ville et la campagne. Et c'est l'un des rares défenseurs d'ailleurs des villes. C'est très rare, c'est assez rare au XIXe siècle, c'est toujours aussi rare. Pierre Rabhi écrit des pages, de haine contre la ville, Reclus, pas du tout, parce qu'il saisit bien ce en quoi la ville est importante, notamment en termes de progrès social. Une bonne partie du progrès social que nous avons connu résulte des villes. S'il y a des femmes ici dans cette salle qui ont pu faire des études, c'est toujours l'exemple que je cite parce que c'est un exemple qui est clair, c'est grâce aux villes et aux mobilisations urbaines. Ça ne doit en rien à la campagne. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début, dès le XVIIIe siècle, il y a des auteurs qui se soucient des animaux domestiques ou des animaux sauvages, puis de la nature, au nom justement d'une exigence sociale, en disant de façon répétée ce qui fait le comportement cruel à l'égard
des animaux, à l'égard de la nature, c'est une menace pour l'ensemble de la société. Il n'y a pas de façon de distinguer les choses. Et vous allez retrouver des grands noms qui pensent comme ça. Je pense à Condorcet en particulier, qui est étonnant parce qu'on ne le connaît pas forcément sous cet angle-là. Et bien d'autres auteurs qui vont tous... Montaigne, bien avant eux. Ouais. En Angleterre, John Locke, le philosophe, et encore une fois, bien d'autres personnes. Pratiquement tout le monde pense ça, en fait, à cette époque-là. Et ce qui est étonnant, c'est que ce qui nous paraît une modernité aujourd'hui n'est pas une modernité du tout, c'est simplement la redécouverte, la reformulation de choses qui sont formulées depuis longtemps. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme le dit le titre, que les Français, finalement, ont un déficit d'amour avec la nature, et comment vous l'expliquez rapidement? Alors, en mettant toujours au tournant, parce qu'on veut une explication. On a envie de savoir... Alors, on devait parler de la LPO, je ne suis pas sûr, parce que j'ai été bavarde, qu'on ait beaucoup de temps, mais... Alors, c'est un exemple qui est un exemple parlant. La LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, que vous connaissez certainement, rassemble aujourd'hui 45 000 membres. C'est beaucoup pour la France. Par rapport aux autres organisations, c'est l'une des plus grosses organisations qui existent. Si on franchit la Manche, son équivalent britannique, c'est 1 300 000 membres. Donc on se dit, waouh! Alors on se dit, bon, c'est peut-être un phénomène juste au jour d'aujourd'hui. Si on remonte le temps jusqu'en 1912, au moment où la LPO est créée, la LPO est créée par 50, 60, 70 personnes. On ne sait pas exactement, mais certainement moins de 100. À la même époque, en Angleterre, c'est 70 000 personnes. En Allemagne, pareil. Aux États-Unis, entre 100 000 et 300 000. Et ce qui est absolument fascinant, c'est une deuxième composante. C'est-à-dire, non seulement il y a toujours eu ce décalage en termes de taille, mais il y a aussi une autre particularité qui est fascinante, c'est que partout ailleurs, sauf en France, les femmes sont omniprésentes dans ces sociétés du début du XXe siècle. Et donc la question, c'est pas tant de savoir pourquoi il y a si peu d'amoureux des oiseaux en France au point de les protéger, mais où sont passées les femmes? Et en fait, la société française de 1912 est très rurale, elle est restée rurale plus longtemps que ses voisines allemandes ou anglaises, et l'espace démocratique où les femmes peuvent s'exprimer est beaucoup plus faible. Le droit des femmes va être acquis beaucoup plus tard par rapport aux autres pays. La France est quasiment l'un des derniers pays d'Europe occidentale à accorder le droit de vote aux femmes. Et en fait, dans les autres pays, encore une fois, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, les femmes sont les vectrices, les porte-paroles de cette exigence sociale du respect des oiseaux et de leur protection. C'est-à-dire qu'on n'avance pas d'arguments scientifiques. Il n'y a quasiment aucun scientifique dans la protection des oiseaux pendant très longtemps. Ce qui mobilise les gens, la société civile, parce que ça vient de la société civile, c'est toujours cette idée que cette destruction égoïste des oiseaux, cette destruction cruelle des oiseaux est un fait social inacceptable. Et il faut réformer la société. Et c'est pour ça que les femmes sont aussi nombreuses. J'avais lu, moi, dans le livre de Gandhi, là, Mes expériences de vérité, où il avait des pages très importantes sur le fait d'être végétarien comme il était en Inde, ou de manger de la viande quand il s'est retrouvé à faire ses études en Grande-Bretagne, et qu'il a rejeté. Et là, il y a pas mal d'auteurs qui vont jusqu'à dire, bon, il y a la cruauté envers les animaux, qui est déjà le signe, l'annonce de la barbarie humaine, et puis il y a aussi le fait de ne pas manger des animaux. Est-ce que c'est assez présent dans la littérature, ou est-ce que ce sont des courants marginaux? Et est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des choses pareilles dans la littérature? Alors l'idée de ne pas faire souffrir d'animaux de façon excessive, puis de ne pas faire souffrir du tout les animaux, c'est-à-dire en ne chassant plus, en ne pêchant plus, en ne tuant plus d'animaux, etc. C'est une idée qui commence à devenir elle est toujours marginale, mais récurrente en Occident dès le XVIIIe siècle. Vous avez des grands penseurs, parfois influencés par l'Inde, d'ailleurs, une Inde totalement imaginaire, mais quand même, dès cette époque. À Londres, à la fin du 19e, on estime qu'il y a 350 restaurants végétariens, sans doute autant à Berlin. Donc vous voyez, ce n'est pas des petits mouvements. À Paris, à la même époque, il n'y en a aucun.
toujours cette différence de mobilisation pour cette question à la fois vis-à-vis de la nature et vis-à-vis, je dirais, d'une question sociale liée à la nature. Et on va avoir en fait constamment ce mouvement végétarien qui va être extrêmement actif. C'est grâce... On peut penser à 2 militants qui essayent d'assassiner un toréador dans les environs de Paris au 19e, dans les années 1860, pour empêcher une corrida. Et c'est à cause de ça que l'empereur Napoléon III interdit les corridas au nord de Nîmes. En fait, à cause de cette tentative d'assassinat, comme quoi l'action directe parfois peut porter ses fruits. Je dis pas qu'il faut assassiner tous les toréadors, hein, c'est pas, je vous incite pas à le faire non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des mouvements qui sont encore une fois marginaux, certes, mais qui infusent dans la société auprès d'une partie de cette société. Et il y a des figures extrêmement importantes qui vont être le porte-parole de cette question animale durant, je dirais, depuis quasiment toujours. On va retrouver par exemple Lamartine, Victor Hugo, Élisée Reclus, comme je parlais, Tolstoï. On va retrouver toute une série en fait, de personnalités extrêmement influentes et qui vont s'exprimer au nom de cette défense des animaux. Merci Valérie. On va se tourner maintenant vers Anne-Caroline. Donc, en 2 mots, l'ouvrage que vous avez dirigé, c'est un essai de compréhension de comment se construit, se réalise le lien de l'homme avec la nature, et ensuite de voir ce qu'il y a possibilité d'imaginer autre chose pour une nouvelle connexion, une reconnexion sous une autre forme. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Merci. Bonsoir. C'est un ouvrage qu'on a co-dirigé avec Cynthia Fleury et qui, sans le soutien des 23 auteurs, je crois, n'aurait jamais eu lieu. Donc du coup, je me permets de remercier nos auteurs ici. Vous vous intéressez à la crise de la biodiversité, donc principalement, qui semble être une question qui est complètement sous-traitée dans le débat public. On parle beaucoup du réchauffement climatique, mais la biodiversité, finalement, est un sujet qui arrive en 2e plan. Alors, peut-être plus depuis 1 mois, en tout cas depuis 3 semaines, mais effectivement, comme on l'a encore vu avec le superbe reportage et documentaire qu'on a vu tout à l'heure, le réchauffement climatique est une cause extrêmement importante, et c'est normal qu'on en fasse grand cas. La biodiversité et la crise de la biodiversité est aussi une cause extrêmement importante, et au moins autant que le réchauffement climatique, et qui sont en fait finalement très très liées toutes les deux. Alors qu'est-ce que c'est la crise de la biodiversité? J'imagine que vous savez tous un peu ce que c'est. On imagine assez vite la disparition des espèces, les grandes espèces bien emblématiques dont on nous parle, comme l'ours polaire, le panda, etc. etc. Mais ce qui est, avant que les espèces disparaissent, en fait, les effectifs des populations de différentes espèces animales et végétales diminuent, et ça, tout autour de nous. Et ça, depuis peut-être le 20 mars, vous êtes plus sensibilisés après un espèce de une médiatique autour du Printemps silencieux de 2018, en référence au livre de Rachel Carson, justement, puisque les oiseaux spécialistes des campagnes françaises sont en train de diminuer à vitesse grand V. Depuis 1989, elles ont diminué de plus d'1 tiers. Ça veut dire que depuis 1989, donc c'est il n'y a pas très très longtemps, on entend moins d'1 tiers des oiseaux dans les campagnes françaises. Et certaines espèces spécialistes ont diminué de plus de 70% en effectif. Ça veut dire qu'en fait, bientôt, on n'entendra plus les oiseaux dans nos campagnes. Et on les entendra plus. Et alors, vous me direz, c'est peut-être pas très grave, mais si les oiseaux disparaissent, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et du coup, s'ils n'ont plus rien à manger, ça veut dire que les insectes ont diminué, que les sols se sont appauvris, que les espèces végétales et les graines ont disparu, etc. etc. Donc, c'est un peu c'est complètement le sommet de l'iceberg, quoi. Donc, c'est peut-être pas grave. Encore une fois, on est capable de tous les remplacer. On sera peut-être bientôt plus piqué par les guêpes quand on va manger dehors, donc c'est pas plus mal.
j'en sais rien, enfin ça dépend pour qui. Mais ce qu'on observe, enfin ce qu'on oublie et ce que j'ai l'impression qu'on ne sait plus, c'est qu'on fait d'abord partie du vivant et puis on a développé, nous, espèces humaines, des façons d'utiliser la biodiversité à notre profit extrêmement importantes, et maintenant on pourrait absolument plus s'en passer. Et puis évidemment, c'est quand on sort dans la nature ou dans un écosystème un peu riche qu'on a beaucoup de plaisir à le faire. Donc on se ressource, on sait depuis longtemps par beaucoup de médecins, et c'est de plus en plus consensuel, qu'aller dans la nature, ça nous fait du bien au niveau psychique et au niveau physique. Et puis tout ça, tout ce qu'en fait on appelle des services, que la biodiversité ne nous donne pas, mais qu'on va prendre dans le fonctionnement de la biodiversité, est valable et de plus en plus important, à la condition que cette biodiversité soit réellement, comme les écologues le disent, fonctionnelle et en bon état de fonctionnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une grande quantité d'espèces qui interagissent les unes avec les autres de façon libre et sans intervention de l'homme pour les aider, qui soient laissées dans un état où elles sont suffisamment abondantes pour pouvoir avoir une dynamique comme ça suffisamment intéressante, enfin, ouais, active, et à qui on laisse le temps d'évoluer au sens de l'évolution darwinienne. Ça veut dire qu'il n'est absolument pas le temps de notre temps humain, en fait, et de nos actions humaines. Donc tout ça, ça veut dire des espaces et des écosystèmes et des ensembles de communautés de plantes et d'animaux qu'on laisse un peu tranquilles, en gros. Et si on les laisse un peu tranquilles, à ce moment-là, on pourra continuer à profiter de leurs bienfaits. Donc dans le livre, on fait un certain nombre de constats où on essaye de comprendre finalement pourquoi on a ce comportement qui finalement est totalement irrationnel. Ouais. Si on ça. Donc évidemment, il y a plusieurs raisons possibles, hein, en tout cas hypothèses possibles. Alors il y a une des premières hypothèses qui est assez au niveau collectif, qui vient de notre façon de nous comporter et de notre fonctionnement actuel de notre société et de notre course à la technologie, au progrès technique, au progrès scientifique et à la croissance. Mais je ne vais pas détailler là-dessus parce que je ne suis pas une spécialiste. Par contre, il y a quelque chose que je vous encourage à discuter maintenant, enfin plus particulièrement, c'est en ce qui concerne notre façon individuelle de ressentir l'importance d'être vivant et de faire partie de la biodiversité. Et donc là aussi, ça commence à... Ça part un petit peu de notre façon de vivre, puisque dans notre façon de vivre depuis au moins la révolution industrielle, donc on vit de plus en plus dans des villes et puis dans des espaces où il y a de moins en moins de nature et de biodiversité autour de nous. Donc ça parce qu'on se concentre et puis parce qu'on la met à côté et puis parce qu'elle disparaît. Et puis on vit aussi avec une façon de vivre qui nous encourage de moins en moins à prendre le temps d'aller se mettre dehors et d'aller regarder les petites bêtes, comme on n'est plus du tout des gens Henri Fabre. Et du coup, parce qu'il y a une injonction à la vitesse, au progrès et à l'acquisition de plein de choses qui ne sont pas des choses naturelles. Et en fait, à partir de ces deux constats, de fait qu'on en ait moins de biodiversité possible pour aller à rentrer en expérience ou à toucher, et puis qu'on a de moins en moins de volonté de le faire, à ce moment-là, les générations successives grandissent, les jeunes grandissent avec... en se construisant une identité dont la nature fait de moins en moins partie. Parce qu'ils ne l'ont pas touché, parce qu'ils ne l'ont pas senti, parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté quand ils étaient petits, et du coup, ils n'ont pas du tout... Enfin, nos jeunes, et nous, quand on était jeunes, et nos jeunes, imaginent de moins en moins que la nature est importante pour eux, parce qu'on ne leur a pas dit, parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas senti, ils ne l'ont pas vécu. Et du coup, une fois que ces jeunes sont adultes, il n'y a aucune raison pour qu'ils aient besoin de nature et qu'ils fassent des actions pour... demander à ce qu'il y ait plus de biodiversité et de nature autour d'eux, puisque pour eux, c'est pas important. Donc ça, c'est un naturaliste américain qui avait déjà parlé de ça, qui s'appelle Robert Pyle, dans les années 80, qui, lui, regardait les papillons et qui avait appelé ça l'extinction de l'expérience. Et l'extinction de l'expérience de nature en disant ça, c'est vraiment un cercle vicieux, parce que
en grandissant, les générations, du coup, comme elles vivent de moins en moins avec, elles en ont de moins en moins besoin, et donc il n'y a aucune raison que nos politiques fassent des politiques de conservation de la biodiversité, puisque tout le monde s'en fiche. Et puis, de façon assez parallèle, un psychologue de l'environnement qui s'appelle Peter Kahn, et que j'aime beaucoup citer, lui travaille sur les liens entre la nature, quelle que soit la nature, il s'en fiche un peu de si c'est de la biodiversité suffisamment riche ou diversifiée, et la santé humaine. Et lui parle, dans les années 2000, d'amnésie environnementale générationnelle, où en fait, c'est un peu le même principe, en fait. Et il dit finalement que les jeunes, on construit notre identité, et les références, on construit surtout les références de quelque chose de bon, ou de bien, ou d'un état qu'on a envie d'atteindre, ou dans lequel on a envie de rester pendant toute notre vie, pendant notre enfance et au début de notre vie adulte. Et que du coup, de génération en génération, par les mêmes principes de la diminution de la nature et de la biodiversité, et puis de l'envie d'y aller, les références que les générations qui se succèdent se construisent sont de moins en moins riches en nature, ou en tout cas, elles ont de moins en moins, elles tiennent de moins en moins compte de la biodiversité, dans leur référence de ce qui est bon. Et donc, dans la vie d'un adulte, la biodiversité, elle diminue pas tellement, et donc on n'a pas l'impression qu'il y a un gros problème au sein de l'adulte. Sauf que, de génération en génération, les références ne sont pas les mêmes. Les niveaux de référence diminuent, mais ça, on l'oublie. Enfin, on est amnésique là-dessus. Et donc, c'est pareil, c'est un cercle extrêmement vicieux qui nous empêche, a priori, de changer. Sauf si on commence à s'en rendre compte. Et alors, donc, vous évoquez aussi là, des pistes pour, justement, une nouvelle relation avec le vivant, puisque ce qu'on vient d'entendre, c'est que finalement, cette expérience du vivant et de la nature, elle s'érode, il y a un phénomène d'amnésie, et puis il y a de moins en moins d'opportunités de la vivre. Donc est-ce qu'il y a des pistes qui peuvent nous permettre maintenant de créer une nouvelle relation avec le vivant dans l'état où sont les choses aujourd'hui ? Alors évidemment, il y a plusieurs pistes, parce que sinon, il faut qu'il y ait plusieurs pistes, on est obligé d'être optimiste, de toute façon. Ouais, il y a Alternativa par exemple. Mais sinon... Donc il y a des pistes d'abord pour remettre de la biodiversité de la nature autour des milieux de vie, donc redonner des opportunités pour y aller. Ensuite, il faut donner des pistes pour redonner envie aux gens d'y aller, donc faire quelque chose qui soit plus quelque chose d'un peu ringard ou d'un peu has-been d'aller dans la nature, quoi. Et puis ensuite, valoriser la diversité des façons d'entrer ce que nous on appelle entrer en expérience avec, quoi. Donc de la retoucher, de la ressentir, de retrouver des émotions, et puis surtout d'être capable d'en parler et de valoriser ça dans notre vie de tous les jours et avec les autres. Donc remettre de la nature au centre autour de nous, c'est de la responsabilité des politiques publiques, notamment en ville, puisque c'est comme ça que c'est par les politiques de renaturation ou de renaturation des villes qu'on arrivera peut-être à redonner en fait la possibilité au plus grand nombre, puisque c'est quand même là où on est le plus nombreux, de retoucher un peu de la nature. Mais alors en fait, après, il faut savoir quel type de nature. Et donc ça, c'est en fonction de quel type d'objectif on a. Si c'est juste pour se sentir bien, un espace de pelouse, ça suffit. Mais si c'est pour se reconnecter avec le vivant et avoir de nouveau l'impression que la biodiversité, dans toute sa diversité et sa richesse, est importante, à ce moment-là, un espace de pelouse, ça ne suffit pas. Et au contraire, relaisser la place à de la nature et à des espèces animales et végétales qui vont arriver toutes seules, qui pour certaines vont être très très appréciées, mais qui pour certaines ne seront pas forcément super appréciées, à ce moment-là, ça commence à devenir un enjeu politique autrement plus ambitieux et autrement plus compliqué. Mais à mon avis, c'est important si on veut redonner cette opportunité d'expérience de la biodiversité. Ensuite, le fait de remettre au niveau collectif, actuellement, s'intéresser à la nature, c'est quand même encore soit être rêveur, soit être artiste, soit être post-68 art, soit je sais pas, mais en tout cas, c'est pas forcément très sérieux, quoi. Et donc, c'est aussi très important au niveau social, c'est d'arriver à changer ce préjugé ou cette catégorisation de ceux qui s'occupent de la biodiversité. Donc ceux qui s'occupent de la biodiversité, c'est pas forcément uniquement des petites gens comme ça qu'on va laisser s'amuser, et puis mais les vraies choses sérieuses, c'est pas eux, quoi. Donc ça, c'est vraiment important au niveau social. Et je sais pas très bien comment on fait,
mais peut-être par imitation, petit à petit, imitation sociale et un mouvement de militantisme. Et puis le troisième, c'est, ça, j'aurais dû le mettre en deuxième, c'est qu'au niveau individuel, on a tous des expériences de nature. On a tous des expériences de nature. C'est-à-dire mais on ne le sait pas forcément. C'est-à-dire qu'on a tous envie de temps en temps de sortir de la pièce et d'aller prendre l'air parce qu'on en a besoin. On a tous des souvenirs de moments où on était bien dans un espace extérieur, quel qu'il soit, tout seul ou avec des gens. Quand c'est avec des gens, c'est souvent des proches, que ce soit nos parents, nos enfants ou des personnes ressources ou des amis proches. Et puis des moments où on a vraiment été bien, puis des moments où on a eu aussi des expériences négatives, où on a eu un choc, où on a été blessé, mais qui nous ont fait réfléchir et qui en fait, qu'on n'a pas oublié et qui nous ont transformés. Et ça, c'est souvent dans notre vie personnelle, dans notre vie intime, on le garde bien profond en soi, et puis dans nos vies publiques, on valorise pas ça parce que justement, c'est cliché. Et donc, je pense j'en suis même sûre que quand on prend le temps d'avoir ces expériences de nature, c'est souvent des moments où on s'arrête, où on ralentit, où on réfléchit sur notre passé pour ensuite réfléchir à nos différentes possibilités d'avenir. Et en fait, on est aussi diversifié que les autres espèces. Et donc, on a tous des expériences à raconter et à partager sur des espaces de nature qui pourraient, à mon avis, redonner un petit peu d'émotion, de joie, de saveur un petit peu à nos relations sociales, et puis qui pourront les changer. Je ne sais pas du tout dans quel sens ça va aller, mais on n'a plus le temps d'attendre et d'espérer de tester des trucs qui vont être sûrs de bien marcher, quoi. Là, je crois qu'on est dans une situation tellement d'urgence que il faut tout essayer, tout tester, et puis il y a bien des choses qui marchent. Enfin, il y a des choses qui marcheront bien, et puis d'autres choses qui marcheront pas. On aura d'autres relations entre les femmes et les hommes qui vont se créer à partir du moment où on remettra à l'honneur ces relations qu'on a avec la nature. En tout cas, c'est ce que j'imagine, mais je ne sais pas lesquelles. Voilà. Donc, en fait, la nature a une vertu civilisatrice sur l'homme, pour peu qu'on admette qu'on soit partie prenante de ce vivant, de cette biodiversité, et pas extérieure. Alors je dirais plutôt que le manque de nature a une vertu anti-civilisatrice qu'on est en train de vivre. Que la vertu, est-ce qu'elle a une nature civilisatrice? J'en sais rien, mais en tout cas c'est un bon truc à tester. Alors oui, vous écrivez qu'il faut changer de paradigme maintenant. C'est un peu ce que vous venez de dire, mais d'une autre manière, changer de paradigme, c'est considérer la biodiversité non plus comme une contrainte, mais comme un enjeu dans tous nos choix et nos décisions, pour construire une utopie d'un monde qui prendrait en compte l'avenir croisé de la biodiversité et des sociétés humaines, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a un destin commun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, alors actuellement, on parle, ça fait 25 ans qu'on parle de développement durable, et quand on parle de développement durable, souvent on voit les trois cercles qui sont le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Et puis le développement durable, c'est à l'interface entre les trois cercles. Et je sais plus, je crois que c'est Jacques Weber, un économiste, en tout cas c'est lui que j'ai entendu parler de ça, je ne sais pas si vous le connaissiez, c'était un chercheur en économie anthropologique, qui est décédé il y a quelques années, et lui disait le développement durable, il ne faut pas que ce soit ces trois cercles qui sont comme ça au même niveau avec un petit machin au milieu, mais c'est, je vais dire des bêtises, l'économie au service du social à l'intérieur d'un environnement naturel. Et donc si on parle comme ça, si on pense comme ça, à ce moment-là, on dit ce que vous dites, c'est-à-dire que la biodiversité n'est pas un pilier qu'on va utiliser quand on aura fait les autres, comme ce qui se fait maintenant, mais le socle, ou en tout cas l'espace dont nous faisons partie et que nous avons besoin même de protéger pour notre propre survie. Parce qu'il faut bien être, je pense qu'on en est tous conscients ici, la vie ne va pas s'arrêter avec la disparition de l'espèce humaine.
Alors, il y a un chapitre, c'est le dernier dans votre livre, qui s'intitule « Une nouvelle éthique pour une coévolution de l'homme avec la nature ». Donc là, on n'est plus dans l'homme qui exploite la nature pour le développement économique et la croissance, mais on est vraiment dans ce changement de paradigme. Et alors, il évoque notamment deux choses qui sont la question du principe de précaution, dont on nous rebat les oreilles. Et donc, dans cet article, il considère qu'il faut aller bien au-delà du principe de précaution. Et la question du droit de la nature. Alors, est-ce que le droit de la nature, l'année dernière, on avait invité ici, à la même conférence d'ouverture, Valérie Cabanès, qui milite pour faire reconnaître le crime d'écocide et pour qu'on donne une personnalité juridique aux écosystèmes, aux vivants. Je vous pose la question à vous, puis je la poserai aussi à Valérie, parce que je sais qu'elle a un avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une voie pour aller dans la bonne direction? Je vais botter en touche. Parce que... Non, parce que je vous avoue que là, vous me prenez un peu en traite, parce que le dernier chapitre, c'est le dernier chapitre. Quoi. Ouais. Ouais. Et non, je ne vais pas répondre n'importe quoi. L'idée, c'est qu'il faudrait transformer le cadre du droit, qui est jusqu'à présent anthropocentré, vers un droit écocentré ou biocentré, peu importe l'un ou l'autre. Parce que ce droit anthropocentré selon les spécialistes, n'accorde un droit justement qu'aux êtres humains et à ce qui les intéresse en quelque sorte. Et le reste, en fait, est sans droit. Un droit écocentré changerait les choses et effectivement, on serait forcé de respecter les écosystèmes si ceux-ci sont reconnus, respecter les rivières, respecter les espèces, respecter beaucoup de choses. En tant qu'historienne, moi, ça coince un petit peu pour une raison bien simple et qui est une raison importante parce que ça va rejoindre en fait ce qu'on a pu dire avant, c'est que le droit anthropocentré n'a jamais garanti un traitement bon et juste des êtres humains. Après tout, les États-Unis se sont formés au moment de la constitution des États-Unis. Il y avait certes un droit formidable pour garantir la liberté des individus. C'était vraiment un pays en avance sur beaucoup de choses, sauf si l'on était noir, accessoirement si on était pauvre. Et le droit anthropocentré qui a été fait à ce moment-là a garanti l'esclavage et la traite. Donc en fait, on peut très bien imaginer un droit anthropocentré qui ne respecte pas du tout les êtres humains. Pourquoi y aurait-il nécessairement un droit écocentré qui respecterait également la planète? J'ai l'impression que c'est un peu une pensée magique. C'est-à-dire on change une sorte d'élément relativement théorique, une sorte de dualisme. Il suffit de changer ce dualisme pour autre chose et pouf, vous allez voir, tout va être résolu. Et je ne vois pas exactement comment les choses peuvent se mettre en place concrètement dès qu'on rentre dans le détail. C'est là un peu la difficulté. Enfin, c'est un peu compliqué aussi de donner du droit aussi aux éléments de nature parce qu'il leur faut des représentants. Et donc, donc la question aussi va se poser de qui va être en mesure de représenter les éléments de nature. Une autre façon de poser la question et qui était proposée aussi par pas mal de gens qui travaillent en sciences politiques, c'est de replacer la biodiversité et la nature au centre de toutes les préoccupations. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on pose une question, qu'on décide un projet, enfin qu'on a une idée, au lieu de poser la question de l'environnement à la fin du processus, en disant on a déjà tout fait, et maintenant, ah oui c'est vrai, on va regarder un peu ce que ça fait sur la biodiversité, c'est de renverser ça et de le mettre au début du processus. Et donc notamment, c'est quand on a un projet ou une idée, la première question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que ça va faire sur la biodiversité et sur notre environnement de vie. Et là, du coup, ça va changer un petit peu les choses, parce qu'il y a peut-être certaines choses auxquelles on ira, certains projets qui n'iront pas plus loin, parce que ce sera trop dévastateur pour la biodiversité qui nous entoure, nous, du coup, et notre environnement, et notre vie, et notre cadre de vie, enfin notre système de vie en général. Et je pense que si on devait... aller plus loin que le principe de précaution, c'est en partie ça. C'est-à-dire changer complètement notre façon de nous poser nos questions quand on décide de faire des choix individuels et collectifs. Et la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la biodiversité? Et c'est très très différent.
Et pour que ça soit possible, il faut impérativement être dans un système social et politique qui le permet. C'est-à-dire que si on fait... Pourquoi la COP21 a été, comment dire, pas forcément une grande réussite ou pire une pantalonnade, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui était absolument fascinant, c'est qu'une partie des pays représentés étaient des tyrannies, des dictatures, et subitement on attendait de ces tyrannies d'être intéressés par le bien commun. Alors qu'ils n'étaient déjà pas intéressés par le bien de leur pays et de leur population. Il y a un moment où on ne peut pas avoir comme ça cette... il suffit d'avoir une sorte de discours sur le souci de la nature, de la biodiversité ou que sais-je encore pour que ça se traduise. Il faut rentrer en fait dans le détail, savoir comment ça peut effectivement se traduire. Et le maître mot, c'est la régulation. Ce qui est intéressant, si on regarde l'histoire, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça serait trop long, on se rend compte qu'au début des années 90, il y a un mouvement qui se met en place aux États-Unis autour des think tanks et des fondations conservatrices. C'est au moment où le sommet de Rio 1992 est en train de se faire. Et ces organisations, qui sont extrêmement riches, réalisent que peut-être, elles n'en sont pas sûres, mais que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la mise en œuvre d'une régulation mondiale concertée et pratiquement coercitive des questions d'environnement. Et là, ces mouvements vont réagir avec énormément de force. Ils vont faire paraître entre le début des années 90 et 2015, je crois, 90 ouvrages environnementaux sceptiques, mettant en doute le climat, l'érosion de la biodiversité, etc. Et tous ces livres sont financés par ces fondations. Donc en fait, ça marche du tonnerre de Dieu. Et il faut bien comprendre que le problème, le maître mot, s'il y a un mot, c'est le mot de régulation. On voit bien qu'est-ce qui se passe aux États-Unis actuellement avec Donald Trump. C'est effectivement la destruction de tout ce qui est régulation, pas simplement qu'environnementale, mais sociale. Parce que ces fondations dont je parlais avaient été à la base des programmes politiques, du programme politique de Reagan, puis de Bush, puis du deuxième Bush, et aujourd'hui on les trouve derrière Trump. Donc en fait, il y a une continuité extrêmement forte. Et tout le droit de l'environnement qui avait été commencé à être adopté dans les années 60 et 1970 a été largement détricoté depuis. Et c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont aussi détricoté tout ce qui était régulation sociale. Et on voit bien ce que je disais tout à l'heure, là ça permet de rebondir sur Élisée Reclus, c'est que les questions d'environnement ou les questions sociales, c'est pas deux questions différentes, c'est la même question. Oui, absolument. Mais là, on a choisi dans cette table ronde la nature comme lien entre les hommes et liens aux vivants. Donc on est tous assez convaincus, pour en faire le constat malheureusement quotidiennement, que les forces qui sont à l'œuvre n'en ont rien à foutre de la biodiversité ni du reste, mais que c'est eux qui continuent à tenir le volant et à appuyer sur l'accélérateur. Donc, quand on a choisi comme thème pour cette édition du festival « Changer notre rapport au monde », on se dit que finalement, on avait fait le constat l'année dernière de qu'est-ce qu'on attend. On avait dit, mais qu'est-ce qu'on attend ? Tous les raisonnements nous convainquent qu'il faut agir, et il faut agir vite, et pourtant, personne n'agit, il ne se passe rien. Donc on s'est dit finalement, et c'est peut-être un lien avec l'écologie profonde dont on parlera demain avec Mathilde Ramadier et Arne Ness, est-ce que c'est pas finalement la transformation de tous les individus, de leur rapport au vivant, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire parce que dans l'expérience de nature, on connaît la connaissance. Donc les think tanks que vous évoquez sont des gens qui nous balancent des études, des machins pour nous convaincre que c'est comme ci et c'est pas comme ça. Mais il y a la connaissance, mais il y a l'expérience, il y a l'émotion et il y a les valeurs. Or ça, c'est des choses qu'on peut expérimenter au plan individuel. Et si tous les individus font cette expérience, ensuite, est-ce qu'ils ne seront pas mieux armés pour résister dans des formes politiques ou autres, ou activistes,
à ce système qui s'impose à nous. Alors, d'ailleurs, j'ai une question pour ma voisine. Si effectivement la distance avec la nature, comment dire, si la distance avec la nature s'agrandit, on va avoir moins d'intérêt pour la protéger. Moi, ce que je constate historiquement, c'est que les mouvements de protection de la nature sont des mouvements urbains. Comment expliquer historiquement depuis le milieu du 19e ? Très, 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 très largement. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que si on prend un pays comme les États-Unis, l'épicentre de la protection de la nature à la fin du 19e, c'est New York, qui est en passe de devenir la plus grosse ville du monde à cette époque. Donc comment expliquer ce phénomène ? Parce que effectivement, c'est des gens, encore une fois, ce sont des urbains, ce ne sont pas des ruraux. Alors, pour moi, effectivement, c'était peut-être pas assez explicite, mais quand je propose de redonner du sens à nos expériences de nature et retrouver du lien avec la nature, c'est pas pour devenir tout de suite des gens qui vont la protéger. Et pour moi, on sauvera pas. Enfin, mon objectif, c'est un mot bien ambitieux. C'est pas de faire de tout le monde des écologistes et des protecteurs de la nature. Mais je pense parce que justement, on a le droit de pas aimer ça et on a le droit de pas mettre ça dans nos priorités. Mais par contre, si tout le monde avait retrouve l'importance de la nature qui l'entoure pour se poser ces questions sur ses choix de vie, déjà je pense qu'on avancera déjà dans dans la bonne direction et très très loin dans cette direction-là. Et donc quand je parle d'expérience de nature et de remettre la nature autour de soi pour pouvoir et redonner et retrouver de l'importance, de la toucher, de rentrer en émotion avec elle, de retrouver ses valeurs, de se construire là-dessus, c'est pas pour qu'ensuite on devienne tous des gens qui vont faire la protection, mais c'est pour qu'on retrouve l'importance d'en faire partie et que c'est important pour nous. Après, on en fait ce qu'on veut de cette importance pour nous. On peut décider que quelque chose est important pour nous, mais quand même, on a d'autres priorités. Mais ça suffit. Mais j'ai l'impression qu'on ira quand même dans le bon sens. Et je suis complètement d'accord avec vous actuellement. Les protecteurs de la nature sont souvent des gens qui sont dans les villes. Alors, est-ce que c'est dans les villes ? Est-ce que je ne sais pas si c'est des gens qui sont dans les villes, des gens qui ont plus d'éducation, des gens qui... parce que, sans faire de rien du tout, de façon statistique, les gens qui sont dans les villes ont statistiquement plus un niveau d'éducation plus élevé. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des corrélations croisées comme ça qu'on ne sait pas ? Et puis, quelquefois, certaines personnes qui ont des soucis de protection de la nature sont aussi, ont un souci quelquefois de protection d'une nature qui n'existe pas, en fait, de quelque chose d'un peu fantasmé, quoi. Ça ne les empêche pas d'avoir des actions très importantes en termes de vote, par exemple, des choses comme ça, ce qui est important. Donc je pense que c'est vraiment des questions qui sont beaucoup plus complexes qu'elles n'en ont l'air, et on ne peut pas avoir évidemment une réponse binaire sur tout ça, quoi. Pour l'histoire de la protection de la nature, il y a quand même un élément de réponse qu'on peut formuler, parce que très clairement, le projet de protection de la nature s'apparente aux différents mouvements de réformes sociales qui ont été mis en place depuis, encore une fois, le début du 19e, qui touchent toute une série de secteurs. Par exemple, ce qui est fascinant, c'est de voir que l'un des principaux créateurs de la SPA en Angleterre est celui qui va permettre l'abolition de l'esclavage en Angleterre puis de la traite. Aux États-Unis, le créateur de la Société de protection des animaux va créer la première société de protection des enfants. Donc on voit bien que c'est des gens qui sont mobilisés pour ces questions de réforme, de progrès social. Et c'est ça qui est l'un des moteurs fondamentaux de la question, effectivement, de la protection. Après, ce que l'on pourrait dire, c'est que quand on regarde la littérature tout azimut, c'est-à-dire la littérature scientifique en particulier, cette idée de perte de lien avec la nature, on l'agite depuis extrêmement longtemps, depuis le début du 19e, où Rousseau en parle beaucoup. Et ce qui est fascinant, c'est que cette référence, cette idée de perte de lien avec la nature
est utilisé par des acteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire on va le retrouver en Allemagne au milieu du 19e dans un mouvement nationaliste qui estime que les villes, c'est vraiment l'enfer de perversion, il y a un complot juif, c'est le siège de toutes les révoltes socialistes. La vraie racine du peuple allemand, ce sont les campagnes et les forêts, parce qu'il y a un lien avec la nature par un contact direct avec la nature. Et puis il y a des gens totalement différents qui vont avoir exactement le même discours. On se rend compte qu'en fait, moi, la vision, comment dire, critique, c'est pas le terme qui convient, mais par rapport à ça, c'est que ce qu'il faut se méfier, c'est que ça ne suffit pas pour imaginer un projet de société. Certes, c'est des choses importantes, mais ça ne suffit pas. Parce qu'après tout, il y a une foultitude de gens qui affirment ce besoin de contact direct avec la nature constamment, et ça ne nourrit pas forcément des projets extrêmement sympathiques. Et il faut se méfier parce qu'encore une fois, ça ne suffit pas, ça ne remplace pas les valeurs politiques que l'on doit, si je reprends encore mes exemples historiques extrêmement anciens, qui est nécessaire, qui est logique d'associer avec ces questions-là. Si on distingue les deux, là, effectivement, on va se fourroyer. C'est pas juste qu'une expérience individuelle, c'est aussi une expérience individuelle qui s'inscrit dans un cadre collectif.